Elle a ri, essaie de ne pas me mettre mal à l'aise pendant mon absence, d'accord? J'ai dit à mes amis que tu étais bien, fidèle à toi-même. J'ai pris ce conseil au sérieux et je me suis retiré de l'équation. J'ai fait mes valises, annulé notre voyage et je suis parti. Quand elle est entrée dans l'appartement silencieux, elle a trouvé un mot, plus de malaise. Problème résolu. La valise était ouverte sur notre lit comme une promesse. Je faisais mes bagages depuis 1 heure, conservateur méticuleux de notre prochaine évasion. 7 jours en Corse. Mon téléphone était posé contre la lampe, une liste de contrôles brillant sur l'écran. Maillot de bain, fait. Crème solaire respectueuse de la Posidonie, fait. Le nouveau roman qu'elle avait dit vouloir lire, glissait à côté du mien. J'ai plié une chemise en lin, celle qui, selon elle, rendait mes yeux plus bleus, et je l'ai placée soigneusement au-dessus. Ce voyage était mon bébé. J'avais passé des mois à rechercher non pas les lieux de fête les plus branchés, mais les endroits avec les plages les plus calmes, les cabanes à nourriture les plus authentiques, l'excursion de plongée avec tuba qui traitait la Posidonie avec respect. J'avais économisé 1/4 de mon salaire pendant 1 an pour que ce soit parfait. Pas seulement bien, parfait pour nous. L'appartement sentait le nettoyant au citron et l'anticipation. J'avais passé l'après-midi à le frotter pour qu'il soit impeccable afin que nous retournions dans un sanctuaire, pas dans le chaos. Une bouteille de son Sancerre préféré refroidissait dans le réfrigérateur. 2 verres attendaient sur le comptoir pour notre toast d'avant-vol demain soir. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, plein de légèreté. Ça y était. Le bouton de remise à 0. Le souvenir auquel nous repenserions quand la vie deviendrait chaotique. La clé a tourné dans la serrure à 19h15. J'ai souri, prêt à lui montrer l'avancement des bagages, à partager cette douce excitation. Noémie est entrée comme une bouffée d'air, un nuage de parfum cher et d'énergie agitée. Elle portait déjà son uniforme de sortie, une robe noire moulante qui laissait peu de place à l'imagination, des talons qui donnaient à sa démarche une cadence précise et cliquetante. Son maquillage était un maquillage fumé savamment réalisé, ses cheveux ébouriffés de cette manière qui prenait 40 minutes à obtenir. Elle était magnifique. Elle l'avait toujours été, mais ses yeux m'ont balayé, moi et la valise, sans s'y arrêter. « Salut », ai-je dit d'une voix chaleureuse. « Tu es rentré tôt. » Grosse soirée avec Lola et Zoé. On commence à boire un verre dans le nouvel appartement de Zoé dans le Marais, a-t-elle dit en jetant sa pochette sur le comptoir de la cuisine, juste à côté des verres propres. Elle a jeté un coup d'œil dans la valise. « Tu fais déjà tes bagages ? On ne part pas avant environ 36 heures. »« J'aime être prêt », ai-je répondu. La première légère trace de défense se glissant dans mon ton. Éviter la panique de dernière minute. « Tu veux voir l'itinéraire que j'ai finalisé ? J'ai réservé cette cabane privée pour toute la journée sur la plage. » Plus tard, m'a-t-elle interrompu en faisant défiler l'écran de son téléphone. Un sourire rapide et dédaigneux. « Je te fais confiance. » Cela aurait dû ressembler à un compliment. J'ai eu l'impression qu'on me confiait une corvée ennuyeuse. J'ai pris une inspiration, refoulant ce léger sentiment de déception. « Tu as hâte d'aller en Corse ?» Elle a levé les yeux, son regard croisant enfin le mien. Il était évaluateur, comme si elle me voyait pour la première fois de la soirée. Il n'y avait aucune étincelle de joie partagée. Juste une évaluation. « Ce sera sympa, je suppose », a-t-elle dit avec un haussement d'épaule qui a fait glisser les bretelles de sa robe. Une semaine de soleil. On ne peut pas se plaindre. Sympa, je suppose. Ces mots étaient de petites piqûres dans mon cœur plein d'entrain. Tu supposes, Noémie. Nous séjournons dans une cabane perchée au bord de la mer. C'est littéralement au-dessus de l'eau. Tu as dit que c'était ton rêve. Je sais. Je sais, a-t-elle dit en faisant un signe de la main, ses bracelets tintants. Ce sera super. C'est juste que, elle a soupiré, un son lourd d'un fardeau non exprimé. Elle s'est dirigée vers sa commode et a commencé à chercher un bijou en particulier. Juste quoi? Elle n'a pas répondu pendant un moment, me tournant le dos. Puis elle s'est retournée, un collier en argent à la main. Écoute, pendant que je suis parti ce week-end avec les filles, essaie juste de ne pas me mettre mal à l'aise, d'accord? L'air dans la pièce a changé. Il est devenu raréfié, tranchant. Te mettre mal à l'aise? Les mots sont sortis de manière plate. Comment pourrais-je te mettre mal à l'aise? Tu sais, a-t-elle dit,
sa voix baissant pour adopter un ton de connivence qui ne contenait aucune chaleur. C'était le ton qu'elle utilisait pour faire des commérages sur les gens, pas avec eux. Ne publie pas ces vidéos de cuisine un peu ringardes que tu fais, ni ne m'identifie sur des mèmes que mes amis ne comprendront pas, sois juste cool. Sois invisible en ligne. J'ai dit aux filles que tu es bien, toi. Elles comprennent. Le sol a semblé s'incliner légèrement. J'ai dit aux filles que tu es, bien, toi. Ce n'était pas un lapsus. C'était une confession. Une page de son registre privé, partagée à voix haute. J'étais une quantité connue pour Lola et Zoé, une quantité un peu embarrassante. Oh, bien, toi, une chute de blague qui n'avait pas besoin d'être introduite ou expliquée. Tout l'air a quitté mes poumons. Les bagages soigneusement préparés, le vin au frais, l'appartement immaculé, la cabane perchée au bord de la mer, tout cela est tombé en cendres. Ce n'était pas notre voyage de rêve. C'était une concession qu'elle faisait. Une semaine qu'elle devait endurer avec son petit ami embarrassant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, toi, ai-je demandé. Ma voix était calme. Étrangement, terriblement calme, même pour moi. Elle a levé les yeux au ciel, un mouvement pratiqué et perfectionné. Mon Dieu, ne sois pas si sensible. Ce n'est pas très grave. C'est juste que le petit ami de Lola est un disque jockey avec de vrais fans. Et le nouveau compagnon de Zoé est littéralement mannequin pour des publicités. Ils sont juste sur une autre longueur d'onde. Ils ont un certain prestige. J'ai juste besoin que tu sois détendu. N'en fais pas trop. C'est gênant quand tu en fais trop. Chaque mot était une coupure chirurgicale précise. N'en fais pas trop. J'ai repensé au tableur de critiques de restaurants que j'avais compilé pour la Corse. Gênant. J'ai repensé à la danse ridicule que j'avais faite dans la cuisine la semaine dernière quand ma chanson est passée. Une autre longueur d'onde. Je me suis soudainement vu à travers ses yeux. Non pas son partenaire, mais un enfant maladroit, désireux de plaire, échouant constamment à répondre aux critères des gens cool. Les 5 dernières années se sont télescopées dans ce moment. Les fois où j'étais allé la chercher tôt en soirée parce qu'elle était fatiguée pendant que ses amis restaient. Les livres que je lisais par rapport aux soirées qu'elle fréquentait. Ma Peugeot fiable à côté des BMW de location tape à accent grave l'œil de leurs petits amis. Je n'étais pas seulement moi. J'étais une catégorie. Le bien, toi. Je l'ai regardée se tenir là, impatiente de retrouver sa vraie vie. Celle avec des gens qui avaient du prestige. L'excitation bourdonnante dans ma poitrine avait disparu. À sa place se trouvait un vaste vide silencieux. Un vide d'une clarté cristalline. Toutes les disputes, les supplications, les explications blessées, elles sont mortes avant d'être nées. À quoi bon? On ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter par la discussion. J'ai simplement hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Ce seul mot l'a arrêté. Elle fermait sa pochette, prête à partir, mais mon ton, dépourvu de blessures, dépourvu de combat, l'a fait faire une pause. Elle s'attendait à un drame. Elle s'était préparée à une dispute qu'elle pourrait gagner, à des larmes qu'elle pourrait utiliser plus tard comme preuve de ma dépendance affective auprès de ses amis. D'accord, a-t-elle répété, la méfiance dans les yeux. D'accord, ai-je confirmé, ma voix plate et définitive. Amuse-toi bien avec les filles. La méfiance a fondu pour laisser place à une lueur d'autre chose. Un triomphe, peut-être. Elle avait dicté sa loi, et j'avais obéi. Le petit ami embarrassant était de retour dans sa boîte. Bien, a-t-elle dit, son sourire crispé revenant. Elle s'est penchée, m'a donné un baiser superficiel sur la joue, un nuage de parfum m'enveloppant. Ne m'attends pas. Et avec un dernier cliquetis de ses talons, elle était partie. La serrure a tourné, me laissant dans l'appartement silencieux et impeccable que j'avais nettoyé pour nous, à côté de la valise à moitié pleine pour le voyage de rêve que j'avais construit pour nous. Le silence n'était pas douloureux. Il était révélateur. J'ai regardé la valise. J'ai regardé les verres à vin. J'ai regardé l'espace où elle s'était tenue, prononçant ma sentence. Eh bien, toi? Dans le calme résonnant, quelque chose s'est apaisé en moi. Ne s'est pas brisé, s'est apaisé comme la dernière pièce d'un puzzle sombre et indéniable qui se met en place. Je me suis dirigé vers la valise, j'ai placé la chemise en lin à l'intérieur et j'ai fermé le couvercle. Non pas pour finir de faire mes bagages,
mais pour commencer à tout déballer. Le clic de la serrure était un point final. Non pas à une dispute, mais à une époque. Pendant un long moment, je suis resté là dans le salon, écoutant la nouvelle qualité de ce silence. Il n'était pas vide. Il était purifié. Le grésillement de son dédain avait été un bourdonnement en arrière-plan de notre vie pendant si longtemps que j'avais cessé de l'entendre. Maintenant qu'il avait disparu, l'air semblait vif et clair. Eh bien, toi, la phrase ne piquait plus. C'était un diagnostic, une évaluation finale et précise de la part d'une partie désintéressée. J'étais, eh bien, moi, et ce moi venait de passer un an à économiser, planifier et peaufiner une vie pour quelqu'un qui était embarrassé par son concept même. Je suis allé dans la chambre. Mes mouvements étaient délibérés, pas frénétiques. J'ai ouvert la valise, non pas pour continuer à faire mes bagages pour la Corse, mais pour commencer le seul voyage qui comptait maintenant, celui hors de cet appartement et hors de sa vie. J'ai pris la chemise en lin, le roman, mon maillot de bain, et je les ai replacés dans ma commode. Ensuite, j'ai ouvert mon placard. Je n'ai pas tout sorti en un tas furieux. J'ai commencé par l'essentiel. La valise qui était destinée à des vacances de rêve est devenue le vaisseau de ma libération. Les costumes pour le travail, les quelques pulls de qualité que je possédais, mon passeport, mes documents importants sortis du coffre-fort ignifuge. J'ai travaillé avec un rythme calme et systématique. Dans le salon, j'ai décroché la photo encadrée de notre randonnée dans les Alpes. Mon visage souriant plissant les yeux à cause du soleil, le sien ayant l'air ennuyé, je m'en rendais compte maintenant, et je l'ai placé dans une boîte. Mes livres, ceux qu'elle qualifiait d'indigestes, en ont rempli une autre. Mes ustensiles de cuisine, le bon couteau de chef que j'avais acheté. La cafetière à piston qu'elle n'utilisait jamais, soigneusement enveloppée dans des torchons. Je n'ai pas enragé. Je n'ai pas pleuré. J'ai retiré ma propre existence de notre espace partagé. Avec chaque objet que j'emballais, l'appartement ressemblait moins à un foyer et plus à un décor de théâtre dont je retirais discrètement mes accessoires. Le décor de la pièce intitulée Noémie et son petit ami embarrassant fermait, avec effet immédiat. À mi-chemin, je me suis arrêté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne, j'ai trouvé nos réservations. 2 sièges, 7A et 7B, pour demain soir. J'ai sélectionné annuler. L'écran de confirmation a demandé si j'étais sûr. Un billet non remboursable. Une perte de près de 1500 €. Mon doigt a plané pendant une seconde seulement. C'était le prix le moins cher que j'aurais jamais à payer pour mon amour-propre. J'ai appuyé sur confirmer. J'ai fait la même chose avec le complexe hôtelier en Corse. Annuler la réservation. Les courriels de confirmation sont arrivés dans ma boîte de réception avec de doux tintements finaux. Je les ai marqués comme lus et j'ai posé le téléphone face vers le bas. À 2 heures du matin, le travail physique était terminé. Ma voiture, garée dans le parking souterrain, était remplie jusqu'au toit avec les preuves tangibles de ma vie. Tout ce qui restait dans l'appartement, c'étaient les meubles que nous avions achetés ensemble. Je n'en voulais pas. L'art abstrait criard qu'elle aimait. Cela me donnait mal à la tête. Et la preuve effrayante et immaculée de mon dévouement planifié. J'ai parcouru les espaces une dernière fois. La cuisine propre, le salon, maintenant étrangement asymétrique sans mes livres sur les étagères. La chambre, mon côté du placard, une bouche béante et vide. Sur le comptoir de cuisine nu et impeccable, j'ai placé 2 objets. D'abord, l'unique clé de l'appartement retirée de mon trousseau. Elle paraissait petite et insignifiante. À côté, une simple feuille de papier d'imprimante maintenue par la clé. Dessus, écrit de mon écriture régulière et posée, se trouvaient juste 4 mots. Plus de malaise. Problème résolu. Je ne l'ai pas signé. Elle saurait de qui cela venait. Plus important encore, elle saurait pourquoi cela venait de moi. J'ai sorti la bouteille de Sancerre du réfrigérateur. Je ne l'ai pas vidée. Je l'ai laissée là, pleine et froide, un monument à un toast qui n'aurait jamais lieu. Qu'elle la trouve. Qu'elle comprenne ce qu'elle avait choisi d'empoisonner à la place. J'ai mis la sacoche de mon ordinateur portable sur l'épaule, j'ai pris une dernière inspiration de l'air parfumé au citron et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et définitif. Je ne l'ai pas verrouillée. C'était son problème maintenant.
J'ai conduit jusqu'à un hôtel économique ouvert 24 heures sur 24 en banlieue de Paris. J'ai payé en espèces. J'ai dormi pendant 5 heures profondes et sans rêve. Quand je me suis réveillé à l'aube, la première chose que j'ai ressentie n'était pas un sentiment de perte. C'était la légèreté profonde et troublante d'une encre coupée. J'ai allumé mon téléphone. Il a vibré une fois. Une alerte météo pour la Corse. Généralement ensoleillé, 30 degrés Celsius. J'ai supprimé l'alerte. Ensuite, je suis allé dans les paramètres et j'ai changé le nom de son contact de Noémie Cœur Rouge à simplement Noémie. Le cœur était la relique d'un homme qui n'existait plus. Le silence radio avait commencé. Son premier message est arrivé à 10h17, quelques heures après qu'elle soit vraisemblablement rentrée en titubant. Noémie, 10h17. Et, où es-tu? Tu es allé chercher du café? Je l'ai imaginé avec les yeux embués, remarquant le placard vide, les livres manquants. Le premier frisson de confusion. Je n'ai pas répondu. Le silence était ma réponse. Le deuxième message est arrivé 20 minutes plus tard, le ton changeant. Noémie, 10h39. Raphaël. Sérieusement, où sont toutes tes affaires? Ce n'est pas drôle. J'étais assis dans un petit restaurant en train de manger des œufs. J'ai lu le message, pris une gorgée de café et regardé la pluie ruisseler sur la vitre. Le monde extérieur était gris et continuait d'avancer. J'avançais avec lui. Les appels ont commencé l'après-midi. J'ai laissé les 2 premiers aller sur la messagerie vocale. Au 3e, j'ai écouté. Mon visage était inexpressif. Raphaël, décroche. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu parti? À cause d'hier soir. Mon Dieu, tu es tellement sensible. C'était une blague. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle de la Corse. La compagnie aérienne m'a envoyé un courriel d'annulation. C'est toi qui as fait ça? Appelle-moi. Sa voix était un mélange de colère et de panique naissante. Aucune excuse, juste des accusations et l'exigence de réparer le désagrément que j'avais causé. Tu es tellement sensible. Le refrain de la personne qui rabaissait l'autre. J'ai supprimé le message vocal. Les messages sont devenus un torrent tout au long de l'après-midi. Passant par tous les stades de son incrédulité. Noémie, 13h22. Tu as annulé le voyage. Tu es fou? C'était non remboursable. Noémie, 14h45. D'accord, j'ai compris. Tu es en colère. Tu veux faire passer un message. Très bien. Tu as réussi. Maintenant, peux-tu s'il te plaît revenir pour qu'on puisse parler comme des adultes? Noémie, 16h11. Le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Problème résolu. Je ne suis pas un problème. Noémie, 17h30. Raphaël, je commence à m'inquiéter. S'il te plaît, envoie-moi juste un message pour dire que tu vas bien. J'allais bien. Plus que bien. J'assistais à la diffusion en direct d'un pont en train de brûler, depuis une distance sûre et paisible. J'ai bloqué son numéro. Le karma, comme toujours, n'est pas arrivé avec fracas, mais à travers les fils ténus du réseau social qu'elle valorisait par-dessus tout. 2 jours après ma disparition, mon vieil ami d'université Hugo m'a envoyé un message. Nous n'étions pas super proches, mais il était indirectement lié à Lola. Hugo, 20h04. Mec, est-ce que Noémie et toi ça va? La conversation de groupe de Lola est apparemment en train d'exploser. Moi, 20h15. Nous ne sommes plus ensemble. Hugo, 20h15. Non. La façon dont elle le raconte, tu as eu une crise de nerfs et tu l'as ignoré du jour au lendemain, mais le cousin de Zoé est dans mon cours de sport. Il a dit, Noémie disait à ses amis depuis des mois que tu étais gênant et qu'elle prévoyait de passer à mieux après de dernières vacances. Maintenant, les filles disent que ce mec gênant qui a coupé les ponts avec elle en laissant un mot est la chose la plus puissante que quelqu'un ait jamais faite dans leur cercle. C'est toute une histoire. J'ai presque souri. Le récit s'était inversé. Je n'étais pas le petit ami embarrassant qui était parti. J'étais le fantôme énigmatique qui l'avait jugée et l'avait trouvée insuffisante. Dans son monde d'apparence, mon indifférence totale et absolue était l'acte de pouvoir ultime. Sa cruauté n'était plus qu'une pathétique anticipation.
Une semaine plus tard, un nouveau numéro est apparu sur mon écran. Un message vocal a suivi immédiatement. C'était Noémie. Sa voix était lourde de larmes qui semblaient réelles, mais qui, je le savais, étaient destinées à un public d'une seule personne, elle-même. Raphaël, c'est moi. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'écoutes. Les filles, Lola et Zoé, elles sont horribles. Elles ne prennent pas mon parti. Elles n'arrêtent pas de demander ce que j'ai fait pour que tu partes comme ça. Elles parlent de ton mot comme si c'était une réplique cinglante et légendaire. Elles disent que j'ai dû être un monstre. Mes propres amis, Raphaël, ça me détruit. Ma réputation et tu dois revenir ou au moins leur parler. Dis-leur que ce n'était pas si grave. Dis-leur que je ne suis pas une s'il te plaît, tu dois arranger ça. Tu ne peux pas juste me faire ça et me laisser gérer ça toute seule. Voilà ce que c'était. L'essence même d'elle. Pas tu me manques. Pas j'ai été horrible, je le vois maintenant. C'était ça me détruit, répare mon statut social. Sa détresse ne portait pas sur notre rupture, mais sur l'effondrement de son image soigneusement construite. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle était publiquement embarrassée. La chose même qu'elle craignait que je lui fasse, je l'avais faite en me retirant simplement. L'ironie était parfaite. J'ai écouté le message 2 fois. La première fois pour comprendre son point de vue. La deuxième fois pour ne rien ressentir. Et ce fut le cas. C'était comme écouter le monologue mal joué d'une étrangère. Je n'ai pas bloqué le nouveau numéro. Qu'elle gaspille son énergie. Qu'elle voit les messages distribués et ignorés. Qu'elle marine dans le silence absolu et assourdissant qui était désormais ma réponse à toute son existence. Le fantôme ne la hantait pas. Le fantôme était simplement parti. Et dans le vide que j'avais laissé derrière moi, elle se voyait enfin vraiment, et ce reflet la détruisait. Les tentatives ont évolué, comme le fait toujours le désespoir, des supplications à la négociation, puis à la vilaine vérité. D'abord, sa sœur Juliette a appelé. Sa voix était un mélange brutal d'inquiétude et d'accusation. Raphaël, allez. C'est ridicule. Elle est dans un sale état. Parle-lui simplement. Laisse-la s'excuser correctement. J'étais dans mon nouvel appartement en train d'assembler une étagère. Juliette, ai-je dit d'une voix égale. C'est entre moi et Noémie. C'est fini. S'il te plaît, n'appelle plus à ce sujet. Mais tu lui fais du mal, a-t-elle insisté, la loyauté familiale l'emportant sur la raison. Non, ai-je corrigé doucement, en glissant une étagère à sa place. Elle s'est fait du mal toute seule. J'ai juste arrêté de regarder. Au revoir, Juliette. J'ai mis fin à l'appel et j'ai aussi bloqué son numéro. Le cercle de silence s'élargissait. Puis est venue la phase gentille, diffusée depuis un autre nouveau numéro. De longs paragraphes décousus qui parlaient de thérapie et de révélation. Je vois maintenant comment je t'ai utilisé pour me sentir mieux dans ma peau. C'est moi qui manquais de confiance. C'était moi qui étais embarrassante. C'était un meilleur scénario, tiré d'un article de psychologie de comptoir, mais il se terminait quand même par une exigence. J'ai besoin de te voir pour te regarder dans les yeux et te dire ça. Je n'ai pas répondu. Le silence était mon dernier mot sur la question. La colère est revenue. Plus féroce, tu es un lâche. Tu me punis parce que tu es trop faible pour avoir une vraie conversation. Tu te crois tellement cool maintenant? Tu n'es qu'un petit homme amer et pathétique qui ne peut pas supporter un peu d'honnêteté. J'ai lu celui-là en sirotant une bière sur mon nouveau petit balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer. Un peu d'honnêteté? Oui, elle me l'avait enfin donné, et j'avais agi en conséquence avec une clarté qui semblait maintenant la terrifier. Je ne me sentais pas amer. Je m'ennuyais. Ces mots étaient comme des mouches bourdonnant contre une vitre. Agaçants mais impuissants à m'atteindre. La convocation au mariage de nos amis communs Jules et Yanis est arrivée comme une invitation formelle à un test que j'avais déjà réussi. Une part de moi voulait décliner pour faire de mon absence la déclaration finale et durable. Mais cela aurait signifié qu'elle avait encore du pouvoir. Le pouvoir de me faire éviter un endroit où j'aurais pu vouloir être. J'ai donc répondu présent. Oui. Pour moi, pour Jules et Yanis, pas pour elle. Le mariage avait lieu dans une galerie d'art moderne, tout en béton et en verre majestueux. Je portais un costume bleu marine simple et bien taillé,
sans accompagnatrice. Je suis venu tel que j'étais maintenant, une entité complète. J'ai discuté, ri sincèrement avec de vieux amis qui m'ont prudemment demandé comment j'allais. Vraiment? Bien, merci, répondais-je, et mon calme rendait la chose indéniablement vraie. Je pouvais sentir les regards curieux, les mises à jour chuchotées. C'est lui, celui qui a laissé le mot. Je l'ai vu pendant l'heure du cocktail. Elle était avec Lola et Zoé, mais la dynamique était brisée. Elle était belle, d'une beauté désespérée et soignée, mais ses yeux balayaient la pièce comme un faucon. Quand ils se sont posés sur moi, ils se sont figés. Elle a dit quelque chose de sec à Lola, qui a juste haussé les épaules et s'est retournée pour parler à quelqu'un d'autre. La confrontation a eu lieu dans le silence soigné d'une galerie secondaire, une pièce abritant des photographies envoûtantes en noir et blanc. Elle est apparue à côté de moi alors que je faisais semblant d'étudier le tirage d'une jetée solitaire. Raphaël. Je me suis tourné. Noémie, tu es élégante. La formalité la désarmait. Elle s'était préparée à de la colère, de la froideur, peut-être des larmes. Pas à une courtoisie polie et distante. Tu as l'air différent, a-t-elle dit, ses yeux s'imprégnant de l'aisance avec laquelle je me tenais là. Ah bon? Pouvons-nous parler pendant 5 minutes, s'il te plaît? Le s'il te plaît était comme du verre pilé dans sa gorge. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, le geste simple d'un homme occupé. Bien sûr. Nous nous sommes déplacés vers une alcôve tranquille. Elle s'est lancée, ses mots répétés mais tremblants d'une véritable peur égocentrique. Je suis en thérapie, pour de vrai, depuis 8 semaines maintenant. Elle a scruté mon visage pour y chercher un effet, n'en a trouvé aucun. Je réalise, mon Dieu, je réalise à quel point j'ai été horrible. Je t'ai utilisé comme un sac de frappe pour me sentir supérieur devant elle. C'était pathétique. C'était moi qui étais embarrassante. Elle répétait son propre message, espérant que la performance en direct ferait son effet. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Les mains dans les poches, la posture détendue. Ce mot, a-t-elle continué, une larme perlant de façon experte. Il m'a brisé, mais il m'a aussi réveillé. Ce que tu as fait, c'était si froid. Si définitif, mais je le méritais. Je le vois maintenant. Elle a fait une pause, attendant mon absolution. Que je dise, ce n'est pas grave. Je te pardonne. Parlons-en. J'ai laissé le silence planer dans l'air entre nous. Un troisième invité indésirable. Puis j'ai parlé, ma voix basse, calme, et totalement dépourvue de passé. Je suis content que tu y vois plus clair, Noémie. Elle s'est penchée, l'espoir vacillant. Pour ce que ça vaut, ai-je continué. Suivre ton conseil ce soir-là a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle a cligné des yeux. Mon conseil? Oui. Essaie de ne pas me mettre mal à l'aise. N'en fais pas trop. Tu avais raison. J'en faisais trop pour la mauvaise personne. Alors, j'ai arrêté de faire des efforts avec toi. J'ai pris ton conseil au pied de la lettre et cela a résolu le problème pour nous deux. La couleur a quitté son visage. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était même pas des reproches. C'était un rapport froid et factuel. Sa cruauté ne m'avait pas brisé le cœur. Cela avait été un retour opérationnel sur lequel j'avais agi avec une efficacité dévastatrice. Je la remerciais pour cela. Alors c'est ça, a-t-elle murmuré, le masque se fissurant, révélant le sentiment brut que tout lui était dû en dessous. Après tout ça, après 5 ans, je t'ouvre mon cœur et tu me fais une analyse commerciale. J'énonce des faits, ai-je répondu, mon ton toujours égal. Tu voulais moins de moi. Tu n'as plus rien eu de moi. Le calcul est très simple. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Jules me faire signe de venir vers la salle à manger. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, Noémie. Excuse-moi. J'ai promis à Jules de prendre place à leur table. Je n'ai pas attendu de réponse. Je lui ai juste fait un dernier petit signe de tête polie, le genre que l'on fait à une vague connaissance dont on vient de se rappeler le nom, et je me suis éloigné. J'ai senti son regard dans mon dos, un laser sans chaleur d'une défaite totale. Je n'ai pas regardé en arrière. À table, entouré de rires et de tintements de verre, j'ai ressenti une paix profonde et solide. Le sceau final avait été posé. Il n'y avait plus de colère à purger, plus de tristesse à pleurer. Il n'y avait que le présent,
lumineux et libre de toute entrave. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche pendant le discours du témoin. Plus tard, quand je suis sorti prendre l'air, je l'ai vérifié. Numéro inconnu, 21h18. Je vois. Je ne suis vraiment plus rien pour toi maintenant, n'est-ce pas? C'était le dernier souffle génial de l'ego que j'avais autrefois pris pour un cœur. Une question qui mendiait une dernière once d'attention émotionnelle, même si elle était négative. J'ai regardé le message. Je n'ai rien ressenti. Ni victoire, ni pitié, ni même agacement. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement effacé la notification d'un glissement de doigt. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'en avais pas besoin. Le silence absolu et inébranlable des derniers mois était la seule réponse qui comptait, et elle avait déjà été délivrée. Je n'ai plus jamais revu ni parlé à Noémie. Parfois, à travers les vieilles relations communes, j'entendais des choses. Elle avait changé de ville. Elle avait commencé et quitté un autre travail. Elle sortait avec quelqu'un de nouveau, un gars dans un groupe, quelqu'un a dit qu'il était tout aussi dans la représentation qu'elle. Tout cela n'était que du bruit. Le trafic lointain d'une vie sur laquelle je ne voyageais plus. Le mot, ai-je appris, avait acquis un statut mythique mineur dans cet ancien cercle social. C'était un raccourci pour une rupture nette. Tu as entendu parler d'Emma et Louis? Une situation totale de plus de malaise, problème résolu. J'ai trouvé cela sombrement amusant. Mon moment de pure dignité privée était devenu leur expression publique. 6 mois après le mariage, j'ai rencontré quelqu'un, Clémence. Elle était architecte paysagiste. Lors de notre 3e rendez-vous autour d'une pizza, je lui ai raconté l'histoire, non pas avec amertume, mais comme une simple partie de mon histoire, comme on explique une vieille cicatrice. Elle a écouté, la tête penchée. Quand j'ai fini, elle n'a pas montré de pitié. Elle a juste dit, tant pis pour elle. Et sa façon de parler était terrible. Eh bien, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es juste toi, ce qui me semble plutôt génial. Elle avait compris. Elle m'avait compris. Ce soir, je cuisine dans mon appartement. Mon propre appartement, avec mes livres sur les étagères, les œuvres d'art que j'ai choisies sur les murs, principalement des cartes et de vieux plans d'ingénierie. Clémence est sur le balcon en train de rempoter une fougère qu'elle a sauvée. Du bac joue doucement sur une enceinte. Le soleil se couche, peignant la pièce d'un or chaud. Mon téléphone en charge sur le comptoir s'allume. Une seule notification. Noémie, 19h02. Je suis en ville pour une nuit, je loge à l'hôtel Lutetia. Je sais que je ne le mérite pas, mais je donnerais n'importe quoi pour 15 minutes juste pour te voir. Pour tourner la page. Je fixe le message. Le nom Noémie est comme une relique de musée. Une étiquette sous une vitrine contenant une version de moi-même que je ne reconnais plus. Je ne ressens aucune vague de quoi que ce soit. Pas de colère, pas de nostalgie, pas de pouvoir, juste une curiosité légère et distante, comme si je regardais un vieux bulletin météo erroné. Clémence entre, les mains sales de terre. Ça sent incroyablement bon. C'est quoi ce regard? Rien d'important, dis-je, et je le pense vraiment. Je prends le téléphone. Je ne bloque pas le numéro. Je ne rédige pas de réponse finale écrasante. Je supprime simplement le message. Ensuite, je pose le téléphone face vers le bas, je m'approche de Clémence et j'embrasse sa tempe. Juste un message indésirable. Le dîner est prêt. Et il l'est. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et je voulais vous en parler du fond du cœur. Ce qui m'a le plus touché, c'est à quel point il est essentiel de protéger son estime de soi, même dans les moments difficiles. Poser des limites claires n'est pas un manque de bienveillance, c'est une façon sincère de se respecter profondément. On mérite tous de choisir la paix plutôt que de continuer à souffrir en silence. Prendre la responsabilité de son propre bonheur reste le premier pas vers une vraie guérison. La bienveillance commence toujours par soi-même, et c'est ainsi qu'on apprend à construire des relations plus saines. Je vous invite vraiment à prendre un instant pour réfléchir à vos propres choix de vie. Apprendre à dire stop quand il le faut libère une force intérieure que l'on sous-estime souvent. Avec le temps, on comprend que le calme retrouvé vaut bien plus que n'importe quelle approbation extérieure. J'espère que ces réflexions vous accompagneront et vous aideront à avancer avec plus de sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant.
À bientôt pour les prochaines stories.